Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour un nouveau chapitre de la grande formation potager de Potager Coach. Dans ce chapitre-là, on va s'intéresser aux amendements, donc ça va faire suite au chapitre d'avant où on parlait de la fertilité au potager. Et les amendements vont être une des manières de maintenir la fertilité dans notre potager, de compenser les exportations qu'on va faire en enlevant des légumes chaque année et puis également avec potentiellement l'azote qui va couler à la nappe avec les pluies d'hiver et le ruissellement et la lixiviation. On va arriver à compenser du coup ces pertes en apportant de la matière organique en quantité. Alors, on va faire la différence entre du coup les amendements et les engrais. Les engrais, ça sera le cas on en parlera dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo-là, on va parler des amendements. Donc, la grosse différence entre les amendements et les engrais, c'est que quand on met des amendements, en plus d'amener les éléments de fertilité dont on a parlé dans la vidéo précédente, azote, phosphore, potassium, calcium, soufre, oligo-éléments, on va apporter également beaucoup de carbone. C'est-à-dire qu'on va apporter ces éléments-là contenus dans de la matière organique et pas uniquement ces éléments-là. Les engrais, on va avoir des choses beaucoup plus concentrées et où on n'aura pas tout le carbone qui va habiller ces éléments nutritifs autour. Donc là, l'idée, ça va être d'amener de la matière organique qu'on va puiser à gauche à droite autour du jardin, enfin on va essayer de collecter. Et puis on va mettre ça au potager, notamment généralement on va souvent faire ça à l'automne, en octobre, d'octobre jusqu'à février-mars. C'est là qu'on va pouvoir généralement préparer la saison à venir et on va apporter un maximum de matière organique qui après va se décomposer. Le carbone que cette matière organique contient va être mangé par la vie du sol, décomposé, il va être retransformé en partie en CO2 et une partie en humus, on en parlera plus tard dans la vidéo. Et les éléments nutritifs que la matière organique contient, azote, phosphore, potassium, vont être libérés dans le sol et seront disponibles pour les plantes. Alors l'intérêt d'utiliser des amendements, c'est que cette libération va être progressive. Contrairement à un engrais, on va avoir quasiment de la chimie pure qui va pouvoir se dissoudre immédiatement quasiment dans l'eau du sol. Et donc éventuellement également si vous faites ça à l'automne, ça risque de partir à la nappe comme on l'a vu avec les problèmes de lessivage et de lixiviation. Là vous avez une matière organique qui va se décomposer doucement et qui va libérer doucement du coup tous les éléments nutritifs qu'elle contient. Alors moi c'est un peu la méthode qui a ma préférence, c'est justement de travailler à la matière organique parce que en plus d'apporter ces éléments nutritifs, on va également générer de l'humus, du compost qui va pouvoir remonter le niveau notamment moi comme je cultive en bac, ça va réapporter du coup du niveau dans les bacs et puis ça va apporter de la matière organique et on va se retrouver du coup à jardiner comme dans du terreau, vraiment avec une terre bien noire, bien belle, bien meuble et c'est vraiment ce qu'on cherche à avoir au jardin. Si on amène des engrais, on n'aura que la partie, les éléments nutritifs sans avoir tout l'aspect humus, carbone, sol de forêt, le côté terreau qui nous intéresse énormément parce que ça va permettre d'avoir un sol bien meuble, qu'on va pouvoir jardiner à la main, il va bien respirer, il va pouvoir bien garder l'humidité, en même temps ça peut également tamponner les problèmes d'excès de pH que vous pourriez avoir, soit trop acide, soit trop basique, enfin voilà, ça a que des bénéfices d'avoir beaucoup de matière organique dans votre sol et du coup en travaillant avec des amendements plutôt qu'avec des engrais, en plus d'apporter cette fertilité, vous allez apporter également cet humus, cette matière organique qui va améliorer votre sol. Bon, je fais un petit rajout dans cette vidéo pour bien préciser deux choses qui me paraissent vraiment essentielles. La première que je veux bien préciser, c'est le carbone qu'on apporte avec les amendements au potager n'est pas du carbone pour nos plantes. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, les plantes ne récupèrent pas leur carbone depuis le sol, ou en tout cas très peu. Le carbone que les plantes récupèrent pour constituer leur matière vient du CO2 de l'atmosphère. Et donc le carbone qu'on rajoute avec les amendements, il n'est pas pour les plantes, il est pour le sol. Donc on va avoir une partie du carbone qui va être la lignine, qui elle va être décomposée par la vie qui est dans le sol, les bactéries, les champignons, les colomboles, les vers de terre, tout ça, pour former les humus stables, donc cette matière organique qui va rester dans le sol et qui va faire cette terre comme du terreau bien noir, qui va avoir que des avantages. Et puis l'autre partie de cette matière organique, donc la cellulose, elle va être dégradée, relâchée dans l'atmosphère en CO2 et ce faisant, elle va être mangée du coup par la vie du sol qui va pouvoir s'en nourrir et récupérer de l'énergie pour pouvoir vivre et puis exister. Et donc ce carbone qu'on apporte, il n'est pas pour les plantes explicitement directement, il est pour le sol. C'est le sol qu'on nourrit et pas les plantes avec ce carbone. Autre chose importante, je veux vraiment bien appuyer dessus, c'est que toute la fertilité, donc ces atomes rares, azote, phosphore, potassium, qui sont contenus dans la matière organique, ne vont pas être relâchés immédiatement quand on va positionner cette matière organique, à part peut-être le potassium qui lui, je vous rappelle, est un sel qui est dissous dans la sève. Et donc quand la sève va sortir de la plante et puis couler dans le sol, elle va emmener son potassium avec, mais les autres
molécules, elles sont contenues dans la matière organique. L'azote, il est dans les molécules organiques. Et il faut que ces molécules organiques soient mangées, digérées par la vie de sol, qui après va faire des excréments et du coup excréter cette matière organique sous sa forme la plus simple, sous sa forme minérale, pour qu'elle soit accessible aux plantes. Et donc les plantes ne vont pas pouvoir se nourrir immédiatement de la matière organique. Il faut que cette matière organique soit décomposée. Les plantes, elles, ne vont pouvoir absorber quasiment que des molécules sous leur forme qu'on appelle minérale et non organique. Et donc quand elles ne sont pas attachées à des carbones, donc typiquement on va avoir pour l'azote, on va avoir l'ammonium, le nitrate, pour le soufre on va avoir le sulfate, pour le phosphore on va avoir les phosphates, le potassium lui va être directement sous sa forme d'ion potassium dans la solution du sol, et donc c'est uniquement ces éléments là vraiment sous leur forme élémentaire que la vie va pouvoir manger. Et donc cette transformation de la fertilité contenue dans la matière organique en fertilité vraiment de base sous forme minérale, on appelle ça la minéralisation. Et donc c'est cette minéralisation-là qui va être nécessaire pour que cette fertilité soit disponible à nos plantes. Donc cette fertilité n'est pas immédiatement disponible, contrairement à des engrais, on va apporter directement les éléments sous leur forme minérale ou quasi minérale. Donc il va falloir qu'elle se fasse décomposer, et en même temps c'est assez intéressant parce que ça va faire une fertilisation douce sur la longueur. La fertilité va être relâchée petit à petit, et également en plus ça permet d'avoir une fertilité qui est retenue typiquement en hiver. Vous voyez tout ce que j'ai positionné là, on est en hiver, là, toute cette fertilité que j'ai déposée dans les bacs, elle ne va pas couler immédiatement dans le sol et donc à la nappe et pas être retenue par des racines, notamment pour l'azote. Il va être stocké dans la matière organique, et c'est uniquement quand la matière organique va se faire décomposer, et notamment quand il va commencer à faire chaud et que normalement on aura également en plus du coup des cultures en même temps, que cette fertilité va se dégager dans le sol et ne va pas partir à la nappe phréatique en hiver, d'où l'intérêt de faire des amendements comme ça. En hiver, la fertilité ne va pas partir à la nappe. On évitera par contre absolument de mettre des engrais en hiver, ça ne servira à rien, notamment tout ce qui est azoté va partir avec les pluies d'hiver, et vous aurez juste pollué la nappe et vous n'aurez pas apporté de fertilité dans votre jardin. Voilà, là je débâche une petite partie du potager pour vous montrer. Voilà, l'idée ça va vraiment d'essayer d'obtenir une terre qui se jardine vraiment à la main, bien noire, bien belle, bien meuble. Voilà. Et là imaginez que une plante qui va pousser là-dedans, elle va se régaler. Et du coup en travaillant avec des amendements plutôt que juste apporter des engrais, vous allez obtenir cette terre-là sur la durée, vraiment comme ça. Bien noire, bien meuble. Là on voit d'ailleurs il y a des restes encore d'amendements précédents. Vous voyez là, on voit des restes de matière organique qui ne sont pas encore décomposés. Et ainsi, vous allez avoir ce genre de terre sur la durée. Alors ça ne sera pas immédiat, mais sur la durée, vous pourrez travailler dans ce genre de terre. Et quand on a ce genre de terre-là, il y a à peu près tout qui pousse et on réussit beaucoup mieux nos cultures. Donc là on est devant un bac que j'ai déjà amendé, j'ai apporté énormément de matière organique dessus qui va pouvoir se décomposer petit à petit, et on va avoir en gros deux types de matière organique qu'on va pouvoir apporter du coup en amendement. Ça va être la matière organique très verte plutôt, composée essentiellement de cellulose et d'hémicellulose, on en a parlé dans la vidéo précédente. Donc de la matière organique qui va pouvoir être facilement mangée par la vie du sol, qui va relibérer du gaz carbonique dans l'air. Et ça typiquement ça va être tout ce qui va être vert. Là vous voyez il y a de la tonte de gazon, de la tonte verte. Alors le potager est entièrement gelé là, donc vous étonnez pas si ça a l'air un peu tout figé comme ça. C'est vraiment, on est à moins 2 degrés là. Voilà. Et vous allez avoir donc du coup de la tonte de gazon qui va contenir beaucoup de fertilité, notamment beaucoup d'azote et beaucoup de cellulose, et qui en se décomposant du coup ne va pas générer d'humus, puisqu'on a pu voir dans la vidéo précédente que ce qui va permettre de générer les humus et de générer du compost, ça va être les matériaux plutôt lignifiés qui vont contenir des noyaux aromatiques, de la lignine, et ça va être plutôt tout ce qui est marron au potager, enfin tout ce qui est marron en termes de matière organique, donc par exemple les feuilles, la paille. Et là par exemple en dessous là vous avez de la feuille de chêne, et ça c'est typique, c'est un élément plutôt ligneux, enfin ligneux au sens où il va y avoir beaucoup de molécules de tanin qu'on appelle ça. Donc c'est un peu le même principe que la lignine, donc c'est des molécules avec des noyaux aromatiques très durs à digérer par la vie du sol, et ça humifie très bien et ça va faire du compost. En revanche ça contient très peu de fertilité, la partie azote, phosphore, potassium et les autres éléments de fertilité. Quand les arbres font tomber leurs feuilles, ils ont rapatrié
trier en fait la sève des feuilles et donc toute la fertilité pour la garder dans leurs branches. Et donc les feuilles, elles, contiennent beaucoup de carbone, mais que du carbone. Et donc là, ça c'est parfait, ça va générer du coup du compost, de l'humus, avec en gros, faut s'attendre quand même à une grosse perte de volume, hein, parce que déjà c'est plein d'air, et en plus de ça, il y a quand même une bonne partie du carbone qui va être transformé en gaz carbonique, qui va repartir dans l'air. Donc pour un tas comme ça, il faut espérer faire quelques centimètres de terreau, hein, pas beaucoup plus. Hein, ça, donc il y a quand même un gros facteur de réduction. Et donc on va avoir vraiment deux types d'amendements différents. Donc des amendements qui vont apporter de la fertilité avec de la cellulose qui va être transformée quasiment intégralement en CO2. Puis des amendements qui vont être moins riches en fertilité, mais qui par contre vont apporter du carbone qui va permettre du coup de générer cet humus qui va nous donner ce sol noir qu'on a pu voir précédemment. Donc pour les différentes matières organiques, on va parler d'un rapport C sur N pour décrire justement le fait qu'on est sur un amendement qui contient plutôt beaucoup d'azote très vert, qui va donner beaucoup de fertilité mais qui va générer très peu d'humus, ou alors un amendement à l'inverse qui va contenir beaucoup de carbone, qui va générer beaucoup d'humus mais qui aura peu de fertilité. Et donc ça revient en fait à faire la division de la masse de carbone qui est contenue dans cet amendement par la masse d'azote qui est contenue, et puis du coup on obtient un rapport qu'on dit C sur N. Donc plus il est élevé, ce rapport, plus on est du côté des éléments très riches en carbone qui vont générer beaucoup d'humus. Et plus il est faible, plus on va se rapprocher d'un engrais azoté. Donc on va avoir plutôt un C sur N de 400 pour le bois de cœur par exemple. Pour de la paille, on va descendre à un C sur N plutôt de 100. Sur le foin, on va être sur un C sur N de 30. La tonte de gazon bien verte, hein, qui est vraiment tondue, vraiment assez ras, et vous avez une tonte très fine, très verte. Là, vous allez avoir presque un C sur N de 10. Sur de l'urine, vous allez avoir un C sur N de 1. Donc là, on commence à rentrer dans des engrais quand on a un tel niveau de concentration. Et puis vous allez avoir des engrais, vous aurez même carrément un C sur N de 0, puisqu'il n'y aura aucun carbone dedans. Vous aurez que de la molécule. Par exemple, si vous prenez de l'ammonitrate qu'ils utilisent dans les champs pour mettre de l'azote, hein, c'est du nitrate accroché à un ammonium, et il n'y a pas de carbone dedans, et donc là vous avez un C sur N de 0. Voilà, et donc avec les amendements, nous on va plutôt travailler du coup dans des choses qui vont avoir des C sur N assez élevés, donc de 10 pour de la tonte jusqu'à 400 pour du bois de cœur, mais on verra que c'est quand même peut-être un peu trop si on monte jusqu'à utiliser de la sciure ou des morceaux de bois. C'est trop carboné, on en reparlera plus tard pour les questions de fin d'azote. Alors quand on va apporter des éléments comme ça au jardin, ils vont être décomposés par la vie du sol qui va les dégrader petit à petit, qui va faire descendre leur C sur N au fur et à mesure qu'ils vont être mangés par les bactéries, les champignons, les vers de terre, toute la vie du sol qui se nourrit de matière organique. Alors dans les premiers stades, quand les niveaux élevés de C sur N, de 400 jusqu'à 100, ça va être surtout dégradé par les champignons et les bactéries. Alors les champignons ne travaillent qu'à l'obscurité, donc il faut que ça soit la partie qui va être à l'ombre de votre matière organique qui va pouvoir être digérée par les champignons. Les champignons ont également besoin d'oxygène et d'humidité. Donc voilà, les champignons sont un peu plus délicats que les bactéries. Les bactéries, elles vont pouvoir travailler un peu sur tout le profil, et vont faire descendre le C sur N en gros jusqu'à un niveau de 20-30 où là d'autres éléments vont pouvoir intervenir. Typiquement les vers de terre vont pouvoir commencer à intervenir autour de 15, un C sur N de 15, quand la matière organique se sera commencée à être transformée un peu en bouillie, beaucoup plus beaucoup plus visqueuse, gluante. Là les vers de terre vont pouvoir commencer à intervenir, à la manger, et plus le C sur N va descendre, plus les petites bébêtes du sol vont pouvoir continuer à attaquer cette matière organique. Et donc tout au long de cette décomposition, les noyaux aromatiques de la lignine et des molécules, un peu comme on a pu voir les tanins par exemple dans les feuilles, ce genre de choses, ne vont pas pouvoir être digérés et être mangés. Ils vont être assemblés les uns avec les autres pour former du coup des humus qui vont s'accumuler dans le sol et qui vont former du coup cette matière organique stable qui va nous intéresser pour avoir ce sol noir, ce sol de forêt dans lequel tout va super bien pousser. Et ces humus, en plus, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, vont être nécessaires pour former le complexe argilo-humique dont on a parlé, qui va permettre du coup de mieux retenir la fertilité, notamment tous les ions positifs, de faire floculer votre sol argileux, qui empêcher les argiles de se tasser et va permettre de mieux stocker l'eau, l'air, et avoir de l'humus dans votre sol, c'est vraiment tout bénef. Donc le premier amendement qu'on va pouvoir utiliser au jardin, ça va être quand on fait du paillage. Alors on a déjà fait une vidéo dédiée dans les gestes de jardinier sur le paillage, je vous rappelle rapidement les 3 avantages principaux du paillage, enfin même plutôt 4.
À savoir que ça empêche l'enherbement en coupant la lumière, du coup ça empêche que votre zone s'enherbe, hein, elle reste, vous n'avez pas besoin de désherber. Ça permet de mieux retenir l'humidité en empêchant l'évaporation par le soleil qui tape et puis le vent qui vient assécher le sol. Ça permet également de nourrir votre sol, hein, puisque ce paillage va se décomposer, donc apporter la fertilité. Et ça, justement, c'est la partie qui va nous intéresser dans cette vidéo-là. Et en plus de ça, ça empêche également la formation de la croûte de battance en cassant les gouttes d'eau. L'énergie de la goutte d'eau vient l'énergie cinétique est dissipée sur le paillage et pas sur la terre elle-même, et donc vous n'avez pas de formation de croûte de battance. Et voilà, c'est les gros intérêts du paillage. Les inconvénients, pareil, on en avait déjà parlé, donc le fait que le sol se réchauffe moins vite au printemps, et puis que ça peut servir quand même pas mal d'abri pour les limaces, et notamment aussi de cachette pour les rongeurs. Voilà, mais ça fait partie des inconvénients. Et donc voilà, le paillage, comme on l'a vu dans les avantages, eh bien, ça va apporter de la fertilité, puisque toute cette matière organique là, en se décomposant, va libérer du coup la fertilité qu'elle contient. Alors le paillage idéal qu'on peut utiliser, c'est les tontes de son jardin. Moi c'est beaucoup ce que j'utilise, je travaille beaucoup avec ça, et notamment toute la période de l'été, on va dire en gros de juin jusqu'à septembre, j'hésite pas à pailler les cultures, notamment toutes les grosses cultures, tomates, aubergines, poivrons, concombres, tout ce qui est cucurbitacées, courges, courgettes. Et ça va permettre vraiment aux cultures de mieux se développer, et en même temps vous apportez ce faisant de la matière organique. Alors le principe que moi j'essaie d'appliquer, c'est je me dis que à chaque fois que je vais sortir 1 kg de légumes du potager, donc cette année là j'ai sorti, je vous ai expliqué, je suis à 500 kg en gros de légumes qui ont été récoltés, je me dis qu'il faut apporter l'équivalent, donc en gros 500 kg de matière organique fraîche pour compenser la fertilité qu'on a sortie. Donc en gros, alors c'est ça qui est intéressant avec le travail avec des amendements, c'est qu'on amène un peu de tout, hein, quand vous amenez une feuille de matière organique, elle va contenir tous les éléments qui vont être nécessaires pour faire pousser une autre feuille d'une autre plante. Alors à la grosse louche, ça va pas être forcément parfait, mais vous allez avoir à peu près tous les oligo-éléments, le soufre, le phosphore, le potassium, l'azote. Vous aurez de tout en apportant une matière organique variée et verte, hein, par contre, parce qu'effectivement, comme on l'a pu le voir précédemment dans la vidéo, les éléments très marrons, eux, vont contenir assez peu de matière organique. Donc c'est pour le coup, quand on travaille sur des éléments verts, vous apportez 1 kg de matière organique verte, vous allez apporter la fertilité pour faire pousser 1 kg de matière organique verte. Si vous apportez 1 kg de feuilles, ça ne regarde pas la fertilité pour faire pousser 1 kg de tomates, puisqu'on l'a vu, les feuilles contiennent beaucoup moins de nutriments. Alors ce qu'on peut utiliser également pour pailler, ça va être du foin. Là le foin, on est sur quelque chose déjà d'un peu plus carboné, hein, puisque l'herbe a déjà plus poussé et elle a commencé à se lignifier un petit peu. Après vous allez avoir, en plus le foin, le problème souvent c'est que vous allez avoir beaucoup de graines de mauvaises herbes dedans, donc c'est un paillage qui risque en plus d'ensemencer votre potager avec des graines de mauvaises herbes. Donc voilà, après il faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait des repousses derrière l'année d'après d'herbes indésirables. Vous allez avoir la paille aussi, donc là encore beaucoup plus carbonée que la tonte, et donc qui apportera moins de fertilité, mais qui va plus humifier. Les feuilles mortes, on en a déjà parlé. Vous allez pouvoir utiliser également ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté, le BRF. Alors c'est un mot un peu technique qu'on utilise pour dire en gros le broyat de bois, de branchage que vous pourriez générer dans votre jardin quand vous coupez, vous élaguez des arbres. Moi notamment, par exemple, j'ai un érable qui est tenu en trogne, et tous les ans, du coup, je lui coupe ces branches que je passe au broyeur de végétaux. Et j'obtiens un broyat assez frais, assez souple, qui se dégrade assez rapidement, qui est intéressant, qu'on peut utiliser également en paillage. Mais là on commence à arriver sur quand même des éléments très carbonés. Alors là, quand on broie des feuilles comme ça de l'année même, elles ont rapatrié la sève des feuilles, et elles sont quand même plutôt riches, elles sont plutôt fertiles, elles contiennent pas mal d'azote, et elles se décomposent plutôt bien. Si vous allez broyer des choses beaucoup plus sèches, du bois vraiment beaucoup plus dur, là vous allez avoir quelque chose de beaucoup moins fertile, vous allez avoir quasiment que du carbone pur, et là vous allez être vraiment sur des cessurènes beaucoup plus élevées. Le BRF, on est sur un cessurène un peu plus faible. Vous allez pouvoir utiliser du coup vos tailles de haies aussi. Alors idéalement, pareil, vous essayez de réduire tout ça soit au sécateur, soit en le passant au broyeur de végétaux pour avoir des éléments les plus fins possibles. Plus vos éléments que vous allez apporter au potager sont fins, plus la surface d'attaque pour les bactéries et les champignons sera importante, et plus ils vont pouvoir dégrader facilement, rapidement du coup la matière organique.
Et donc je vous rappelle, hein, grosso modo, plus c'est vert et c'est mou, plus c'est riche en azote, et plus c'est marron et dur, plus c'est riche en carbone, et moins il y a d'azote dedans. Alors attention aussi, si vous travaillez avec les tontes de gazon, à pas en mettre trop épais. Si vous mettez trop épais, ça peut chauffer assez fort, hein, parce que le processus de décomposition qui est fait par les bactéries et les champignons, et surtout les bactéries, génère beaucoup de chaleur, et si vous mettez une couche épaisse de tonte, ça peut chauffer très fort et vous pouvez brûler les pieds de vos plants si vous en mettez trop autour des pieds. Et le truc aussi que ça peut faire, c'est que ça peut se tasser, faire une sorte de patasse hermétique qui du coup va mal respirer, et l'air va avoir du mal à passer au travers, du coup votre sol en dessous aura du mal à respirer. Donc voilà, attention en termes d'épaisseur, surtout si vous travaillez sur de la tonte très fine, très petite, qui va vite avoir tendance à se tasser. Si vous travaillez sur des choses coupées plus hautes, de l'herbe, vous avez attendu qu'elle soit assez haute pour la couper, et que vous avez de l'herbe plus foisonnante qui laisse mieux passer l'oxygène, vous aurez moins de problèmes. C'est pour ça que moi, quand je travaille au gazon, j'ai plutôt tendance à essayer à laisser l'herbe pousser assez haut, et puis avoir une prairie variée, hein. J'ai pas du tout ici de gazon tenu en mode régras anglais, et puis je fais attention à ce qu'il n'y ait pas la moindre mauvaise herbe et tout. C'est de la prairie, hein. Il pousse ce qu'il y pousse, il y a un peu de tout. Et je laisse ça pousser assez haut, et puis j'essaie de tondre à peu près ça de hauteur, de manière à avoir quelque chose d'assez foisonnant, d'assez varié, d'assez riche, et qui du coup va pas se tasser en se décomposant. Alors l'intérêt de ce travail également avec l'épaillage et la matière organique, c'est qu'on va nourrir la vie du sol. Les vers de terre, les colomboles, ils vont pouvoir se nourrir du coup de cette matière organique qu'on apporte, et ils vont pouvoir travailler pour nous, hein. Les vers de terre vont faire des galeries, ils vont mélanger le sol, ils vont oxygéner tout ça, ils vont coller le sol aussi en sécrétant des cols, hein, des glomalines, des choses comme ça, qui vont permettre de coller le sol de manière que quand il va pleuvoir dessus, il ne va pas fondre, hein, il ne va pas se retasser. Donc vous obtenez du coup une sorte de porosité qui est pérenne, hein, qui ne va pas fondre à la première pluie. Et c'est un peu l'intérêt aussi de travailler la matière organique, c'est que vous nourrissez du coup toute cette faune-là qui va travailler pour vous, et vous créez un sol meuble, poreux, mais durable. Alors attention aussi, quand vous travaillez avec la matière organique, à ne pas enterrer votre matière organique, hein. Les processus de décomposition qui nous intéressent, c'est des processus de décomposition avec oxygène, où l'azote va faire des nitrates, les phosphores vont faire des phosphates, le carbone va faire du dioxyde de carbone. Si vous l'enterrez, vous allez avoir des processus de décomposition anaérobies qui vont s'enclencher, donc déjà pas de champignons, hein, parce que tous les champignons ont besoin d'oxygène, et des bactéries particulières qui vont enclencher plutôt la chimie de l'hydrogène et pas la chimie du carbone. Votre soufre, au lieu de faire du sulfate, va faire du sulfure d'hydrogène, donc des molécules assez toxiques. D'ailleurs, quand vous avez de la décomposition sans oxygène, hein, vous avez ces odeurs très désagréables que vous-même au nez, vous le sentez que ça sent vraiment le pourri, mais le pourri un peu toxique. L'azote va devenir de l'ammoniac, le carbone va devenir du méthane, du CH4. Voilà, au lieu d'avoir accroché des oxygènes à tous ces éléments-là, vous allez accrocher des hydrogènes et faire de la chimie de l'hydrogène. Et c'est pas du tout ce qu'on veut au potager. Donc voilà, attention à ne pas enterrer la matière organique de manière trop importante jusqu'à ce qu'il se retrouve sans oxygène et que la décomposition se fasse de manière anaérobie. Donc idéalement, on pose en surface la matière organique, on peut l'incorporer un peu dans les premiers centimètres, ça peut pas mal aider à la décomposition et notamment à la formation d'humus, et puis à aider à former les complexes argilo-humiques en mélangeant sur les premiers centimètres la matière organique, mais attention à ne pas l'enfouir à 30-40 cm dans des argiles bien lourdes. Là, c'est la recette parfaite pour faire une tourbière et pas un potager. Alors les choses qu'on va pouvoir utiliser également au jardin, ça va être le compost, hein, donc notamment tous les déchets de cuisine qu'on va pouvoir générer. Alors moi j'ai plutôt tendance à pas utiliser tout ce qui est salé, je sais qu'il y en a qui n'hésitent pas à l'utiliser, également tout ce qui est carné, tout ce qui est viande, tout ça. Moi j'utilise pas, je prends vraiment que les restes de légumes, et puis de toute façon on a un chien, donc les restes de toute façon de tout ce qui est un peu carné, et s'il y a un petit reste de nouilles, ce genre de choses, ça va plutôt pour le chien que pour le potager. Donc au potager, on va surtout avoir du coup les épluchures de légumes, ce genre de choses. Donc là, vous pouvez tous ces éléments-là, vous pouvez les composter en tas.
Donc là l'idée quand vous faites du compostage en tas, c'est de faire un mélange d'éléments carbonés, donc marron, puis d'éléments azotés verts, de manière à avoir une décomposition qui se fasse bien et de générer de l'humus, du terreau. Si vous mettez que des éléments très verts comme des épluchures de légumes, eh bien, tout ça va se faire manger, mais à aucun moment vous allez générer de l'humus, comme on a pu le voir précédemment. C'est ce qui génère l'humus, c'est les éléments marrons, les éléments carbonés. Avec juste des éléments verts, vous allez juste avoir de la fertilité qui va couler sous votre tas de compost. Alors moi je n'aime pas trop utiliser le compostage en tas parce que le problème c'est que justement la fertilité se retrouve à couler dans ce qu'on appelle les jus de compost et vous allez avoir toute la fertilité qui va partir sous votre tas de compost, sauf que vous ne cultivez pas sous votre tas de compost et donc vous perdez une grande partie de cette fertilité comme ça. Moi je préfère faire ce qu'on appelle du compostage de surface, c'est-à-dire mettre les éléments à composter directement dans les plates-bandes là où je cultiverai plus tard. Alors, il faut quand même faire attention avec le compostage de surface. Vous pouvez vous retrouver à nourrir les rongeurs dans votre potager. Alors moi, ce que j'essaye là ces derniers temps, c'est de composter dans une poubelle qui est trouée, de manière à ce que les jus de compost partent dans le potager. Et que par contre les rongeurs ne puissent pas accéder du coup à cette matière organique en décomposition. Et une fois qu'elle est suffisamment décomposée, qu'elle est devenue suffisamment gluante, on peut étaler tout ça directement dans le potager. De toute façon les rongeurs ne pourront plus s'en nourrir à partir d'un certain stade de décomposition. Alors là en plus il vient d'avoir une grosse gelée, donc on va voir, mais je pense que ça va avoir cassé les cellules de tout ce qui est en train de se décomposer. Dès que il va dégeler, ça va tomber en bouillie direct et je vais pouvoir mettre ça étalé au jardin. Alors bon, le compostage de surface, ça peut avoir un côté quand même, d'un point de vue esthétique, ça peut être pas forcément très joli, donc idéalement, on peut remettre le compostage en deux, enfin ce qu'on met à composter, on le met au potager, puis on recouvre après ça de feuilles, d'herbes, de tonte, de manière à cacher ça et que ça soit un peu plus joli. Et en faisant ça, vous êtes sûr de garder vraiment toute la fertilité qui est contenue dans ce que vous mettez à composter, et ça va vraiment partir intégralement dans vos bacs potagers. Alors il y en a qui utilisent également des systèmes de lombricompostage. Il y en a qui font composter dans des sortes de bacs où il y a une sorte de robinet qui permet de récupérer les jus de compost. Vous pouvez du coup faire un mélange à 10% de ces jus de compost avec de l'eau pour arroser. Ah, il y a l'âne qui braie. Pour arroser directement au pied de vos plantes, donc ça peut être des choses très intéressantes. Et il y a moyen de faire des choses plutôt sympas avec les composts, mais toujours voilà, essayer quand même de faire en sorte de ne pas perdre les jus de compost. Si vous compostez en tas, commencez par mettre une grosse couche de marron en bas, de manière à ce que ça récupère les jus de compost et qu'ils ne partent pas du coup dans le sol. En plus de ça, ça a un petit côté pollution du coup, c'est puisque vous pourriez envoyer du nitrate du coup dans les nappes phréatiques sous votre tas de compost. Donc surtout si vous compostez en tas, commencez par une grosse couche de marron, de carbone, que ce soit de la paille, de la sciure, des feuilles mortes, bien tanniques. Alors, quand je vais parler des feuilles mortes tout à l'heure, attention, il y a différents types de feuilles. Les feuilles plus ou moins tanniques, typiquement des feuilles de pommier ou de fruitier, vont se dégrader très très vite, elles vont contenir moins de tanins, à l'inverse des feuilles de chêne vont contenir beaucoup de tanins et vont mettre du temps à se décomposer. Donc voilà, toutes les feuilles mortes ne se valent pas, il y en a qui vont être beaucoup plus faciles à manger que d'autres. Alors sur la partie compost, ce que vous pouvez faire également, c'est récupérer du compost de déchets verts dans les plateformes de compostage. Moi j'ai beaucoup travaillé avec ça, c'est quand même un élément assez intéressant. Alors, ça va beaucoup défendre de votre plateforme, le fait que le compost il soit plutôt propre, qu'il n'y ait pas trop de plastique dedans. Pareil en termes de prix et de disponibilité, il y en a chez qui c'est gratuit, d'autres chez qui c'est payant. Enfin voilà, ça dépend pas mal du coup des communautés de communes, parce que c'est lié au ramassage des ordures ménagères. Et du coup, c'est quand vous amenez des déchets verts à la déchetterie, et également les services publics de la commune et des environs, qui vont rapporter tous ces déchets verts là et puis ils vont le composter en tas vraiment sur des plateformes de type professionnel. Les jus de compost sont récupérés, ils sont réinjectés dans le tas et ça chauffe très fort, donc ça permet d'hygiéniser du coup votre compost. Vous allez plus avoir de maladies dedans ni de mauvaises graines de mauvaises herbes qui vont pouvoir germer derrière. C'est très très dur quand vous faites votre propre compost d'arriver à avoir un gros tas qui chauffe suffisamment. Il faut le remuer régulièrement également pour réoxygéner du coup l'intérieur du tas pour que ça respire bien et que ça chauffe en température, et ça peut monter jusqu'à 70-80 degrés un tas de compost, et quand ça monte fort en température du coup ça hygiénise tout et ça permet après d'avoir quelque chose où vous aurez rien qui va germer en termes de mauvaises herbes. Et ce compost là peut être vraiment très intéressant à utiliser au potager. Moi j'en ai utilisé pas mal. Mais il reste souvent des éléments encore carbonés assez importants, donc ça peut créer des sortes de fins d'azote. On en parlera après de la fin d'azote.
Donc il ne faut pas hésiter à mettre ça plutôt tôt en saison, puis que ça ait plusieurs mois pour cuisiner au jardin, pour faire baisser justement le rapport C/N, comme on l'a vu en début de vidéo, faire en sorte que la fin d'azote puisse passer. Également, ce que vous allez pouvoir utiliser, c'est des terreaux, tout simplement. Ne serait-ce que par exemple les terreaux que vous apportez à chaque fois que vous allez planter un plant au jardin, que vous aurez fait pousser dans un godet avec du terreau, et bien vous apportez un amendement organique, puisque vous apportez du terreau. Alors le terreau, pour moi, c'est ni plus ni moins que du compost, auquel on aura rajouté peut-être un petit peu d'engrais, un petit peu de sable également, pour avoir un élément vraiment très parfait pour faire pousser des plantes. Et ça, vous allez apporter ça, vous allez du coup apporter un amendement. Alors on a prononcé le mot fatidique de la fin d'azote et je pense qu'il est temps d'expliquer un peu ce que c'est à ce moment-là de la vidéo. Donc on parle de faim au sens j'ai faim, j'ai envie de manger. Le principe de la fin d'azote, c'est un problème que vous pourrez avoir au potager si vous apportez des éléments trop bruns, trop carbonés au moment où vous allez mettre des cultures en même temps. Ce qui va se passer si vous faites ça, c'est que les microbes, les bactéries qui vont décomposer du coup cette matière organique brune ont un C/N assez faible, de 5 ou entre 5 et 10. Et donc ils ont besoin d'azote pour constituer leur propre matière et ils ne vont pas pouvoir trouver cet azote dans la matière organique qu'ils sont en train de manger, de décomposer, typiquement des feuilles mortes comme ça de chêne. Les bactéries vont mobiliser tout l'azote environnant de manière à pouvoir croître, se développer, puis attaquer ce carbone et puis le manger et puis faire un festin de tout ça et puis du coup le décomposer. Mais tout ce temps-là, du coup, il n'y aura plus d'azote disponible pour vos cultures, puisque les bactéries sont prioritaires en fait sur le fait d'arriver à piocher l'azote par rapport aux racines des plantes qui sont moins costauds, enfin qui sont moins compétentes pour ça. Et donc du coup, vos plantes vont se retrouver sans azote et avec des signes de carence en azote, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes, à savoir jaunissement généralisé des plantes et puis des plantes qui se développent pas bien, qui ont du mal. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous mettez des éléments très carbonés, à le faire en amont quand vous mettez les cultures, ou alors uniquement en paillage, vraiment en surface. Là vous allez peut-être avoir une fin d'azote qui va être générée, mais uniquement en surface. Et surtout à ne pas incorporer du coup des choses très brunes dans votre sol au moment où vous allez mettre les cultures en même temps. Il faut attendre que la décomposition de ces éléments bruns soit bien entamée pour que les bactéries commencent à relâcher de l'azote qu'elles ont mobilisé au niveau du sol et qu'elles soient moins nombreuses pour que les plantes puissent trouver à manger. Pour que les plantes puissent trouver elles aussi de l'azote. Donc une manière de contrer cette fin d'azote, c'est d'apporter des choses azotées en même temps que vous mettez des éléments bruns. D'ailleurs c'est ce que vous allez chercher à faire dans votre tas de compost, si vous faites du compostage en tas. C'est d'apporter des déchets de cuisine, des tontes de gazon pour compenser, apporter l'azote nécessaire à ces bactéries pour qu'elles puissent se développer et décomposer cette matière organique. Alors ce que vous pouvez faire également aussi, comme je vous l'ai dit, c'est vous y prendre à l'avance et faire ça justement, idéalement on essaie d'amender à l'automne pour que ça ait 6 mois pour cuisiner, se décomposer, pour que quand on arrive au printemps suivant avec nos plants, ce soit passé 5-6 mois et que ça allait laisser le temps à la fin d'azote de passer. Alors attention, tous les mois ne se valent pas. Les mois d'hiver, quand il fait très froid comme ça, la décomposition est quasiment à l'arrêt. Les bactéries ne travaillent plus, il leur faut plus de chaleur pour travailler et donc souvent il y a 3 mois en hiver où c'est quasiment, ça compte pour 0 en termes de décomposition. Les éléments restent tels quels sans être attaqués du tout et c'est uniquement une fois que les chaleurs reviennent que cette vie se remet à travailler et à manger tout ça. Donc voilà, en termes de décomposition, si vous comptez 6 mois d'octobre à mars, c'est pas du tout la même chose que de prendre 6 mois de mars à septembre. Vous n'aurez pas du tout la même efficacité dans la décomposition. Alors chose très intéressante avec la fin d'azote, c'est que s'il y a vraiment absolument aucun azote de disponible, une fois qu'il n'y en a vraiment plus du tout, les bactéries vont pouvoir continuer à décomposer la matière organique, mais elles vont mobiliser l'azote qui est dans l'atmosphère et plus l'azote qui est dans le sol. Donc c'est un azote qui est beaucoup plus difficile à mobiliser, donc c'est vraiment cette opération-là n'intervient vraiment que quand il n'y a plus du tout d'azote disponible facilement. Et il y a des types de bactéries qu'on appelle les azotobactères qui vont commencer à se multiplier et décomposer du coup beaucoup plus difficilement, beaucoup plus lentement la matière organique, mais elle va quand même réussir à décomposer cette matière organique. Et c'est du coup un moyen également de rajouter de l'azote dans votre sol, puisque cet azote aura été pioché dans l'atmosphère pour constituer la matière de nos bactéries qui vont manger la matière organique. Et puis une fois que toute la matière organique aura été mangée et que les bactéries vont mourir, elles vont libérer du coup cet azote dans le sol.
Et cet azote qui aura été pris dans l'air va être libéré dans le sol. Donc en créant des fins d'azote, vous faites en sorte également de rajouter in fine de l'azote dans votre sol. Une fois que toute la matière organique aura été mangée, vous aurez plus d'azote qui va être libéré au final que ce que vous aviez au départ. Mais tout le temps que ce travail se fait, vous êtes en stade de fin d'azote et vous ne pouvez pas cultiver des plantes dedans puisqu'elles ne vont pas pouvoir trouver d'azote pour elles-mêmes. Et ce système de fin d'azote, on peut également jouer avec, l'utiliser pour notamment les allées. Si vous mettez des éléments très carbonés dans vos allées, ça va créer des fins d'azote naturelles où notamment du broyat de bois, moi c'est ce que j'utilise dans les allées, ce bois là va mobiliser l'azote pour se faire décomposer par les bactéries et donc du coup toutes les herbes qui essaieraient de pousser au milieu vont vraiment avoir du mal à se développer et vous n'aurez pas une pression forte des végétaux dans vos allées. Et en plus de ça, j'ai rajouté une bâche anti-enherbement sous le broyat, de sorte que si jamais il y a des choses qui germent, elles ne puissent pas s'enraciner profondément et qu'on puisse les enlever très facilement. D'ailleurs, c'est une bonne manière également de gérer les amendements à la matière organique, c'est de faire décomposer vos éléments qui sont trop carbonés, qui pourraient vraiment générer des fins d'azote importantes, donc ce qui aurait de la suure, des écorces de bois ou du bois de cœur bien sec que vous auriez broyé. Évitez de mettre ça dans votre potager puisque ça là pour le coup vous avez risqué de créer des fins d'azote. Vous pouvez justement utiliser vos allées pour servir de premier compostage de ces éléments là, puis une fois qu'ils sont bien décomposés, qu'ils sont vraiment retransformés en terreau et que le C/N a vraiment baissé, là vous allez pouvoir générer beaucoup d'humus dans vos allées. Alors ça va prendre du temps puisque là justement on va être sur le travail par ce qu'on a vu juste précédemment, les azotobactères qui vont récupérer du coup l'azote de l'air et donc du coup qui travaille beaucoup moins vite. Mais après vous aurez un humus, un compost assez volumineux, vous aurez une bonne partie qui sera humifiée. Vous allez pouvoir mettre ça dans vos bacs et ainsi générer du compost pour vos bacs ou votre potager en tout cas. Et avoir généré du coup du compost pour votre potager. Donc utiliser les allées comme des sortes de composteurs à matière organique très brune, très carbonée, ça peut être également une bonne option pour gérer les amendements au jardin. Donc voilà, on a fait un bon tour des amendements qui sont disponibles, sauf un, il nous en reste un à voir. Il y en a qui ne jurent que par celui-là, et c'est les fumiers. Le principe du fumier, c'est très simple, c'est au lieu d'apporter de la matière organique fraîche, prélevée, vous la faites manger d'abord par un animal, et vous récupérez du coup les déjections de l'animal, et c'est ça que vous allez mettre dans votre jardin. Donc le fumier, c'est ni plus ni moins que de l'herbe qui a déjà été mangée, qui a du coup déjà commencé à libérer du carbone, puisque le CO2 qui est contenu dans l'herbe, c'est ça qui va être récupéré par les animaux. Ils vont manger vraiment des éléments frais, verts, et ils vont en extraire de la cellulose, le carbone, l'énergie dont les êtres vivants vont avoir besoin pour faire fonctionner leur machine. Par contre, tout ce qui est éléments nutritifs, azote, phosphore, potassium, même s'il y en a un peu qui constitue la matière des animaux, au bout d'un moment, ils sont obligés de recracher, de ressortir tout ce qu'ils ingèrent, sinon les animaux deviendraient des énormes poches à azote ou à phosphore et donc ou à potassium, tout ça. Donc tout ce qu'ils avalent, forcément ça ressort par derrière. Et donc toute la fertilité qui était contenue dans l'herbe qui était mangée par l'animal est relâchée dans le fumier. Donc toute cette partie-là, vous la gardez. Tout ce que vous perdez un peu, en fait, c'est en termes de contenu énergétique du carbone qui a été dégradé en termes de rapport C/N. Du coup, vous êtes descendu sur un foin qui était à 30, vous allez avoir un fumier qui va sortir, qui va plutôt être à 10, 15, puisque la cellulose aura été digérée une première fois et le carbone aura été extrait et redégagé dans l'atmosphère en CO2. Donc voilà, vous récupérez ces fumiers. L'intérêt de ces fumiers également, c'est qu'ils sont ensemencés en bactéries du fait qu'ils soient passés dans le système digestif d'un animal. Donc il est ensemencé en bactéries très justement dédiées à la décomposition de la matière organique. Donc si vous mélangez du fumier avec de la matière organique classique, vous allez aider à ensemencer du coup votre matière organique avec des bactéries qui sont vraiment dédiées à cette décomposition. Donc ça peut être vraiment super intéressant. Alors on va avoir plusieurs fumiers qu'on va pouvoir utiliser. Le plus intéressant, je pense, c'est le fumier de vache, parce que la vache, c'est l'animal qui va être le plus capable d'extraire le carbone de la cellulose. La vache a un estomac qui a 4 poches. Donc c'est vraiment un animal qui est super bien optimisé pour digérer la cellulose, et vous allez récupérer du coup un élément qui en termes de rapport C/N sera vraiment très descendu et qui sera déjà prêt, qui va plus du tout faire de fin d'azote et qui sera vraiment quasiment déjà décomposé. Vous allez pouvoir étaler ça au jardin et ça va parfaitement amender votre sol.
Alors attention quand vous utilisez des fumiers, je précise ça de suite, il faut laisser passer plusieurs mois avant de faire toute culture, surtout si vous utilisez du fumier frais qui n'a pas été composté en tas. Idéalement, il faut viser 6 mois, surtout si vous avez 3 mois d'hiver au milieu, que vous étalez le fumier à l'automne, il faut mieux compter 6 mois avant de cultiver dedans, puisque à partir du moment où c'est passé dans l'intestin d'un animal, vous pouvez avoir des éléments pathogènes dedans, donc il faut vraiment laisser le temps à la nature de digérer tout ça, de casser tout ça. Il ne faut surtout pas cultiver directement dans du fumier frais ou mettre du fumier frais en contact avec des salades ou des éléments que vous allez cultiver tout de suite. Il faut que ça ait vraiment une bonne période pour cuisiner. Alors je crois que officiellement il faut 3 mois minimum pour que on puisse cultiver dans du fumier frais, mais voilà, si vous mettez 3 mois en comptant 3 mois d'hiver où la vie est complètement à l'arrêt, je pense qu'il vaut mieux viser 6 mois, hein, si au milieu de cette période vous avez l'hiver au milieu, de manière à ce que ça ait pu commencer à bien se décomposer et que vous ayez écarté tous les risques un peu de pathogènes. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse très importante, hein, de cultiver jamais dans du fumier frais. Hein. Donc voilà, on va avoir le fumier de vache qui est très intéressant, fumier de mouton pareil, estomac à 4 poches, hein, les moutons, donc très bonne capacité à extraire la cellulose de l'herbe. Là où ça va être plus compliqué, ça va être le fumier de cheval, hein. Le cheval est un monogastrique, hein, donc il va être beaucoup moins capable d'extraire la cellulose, et vous allez récupérer un élément qui va déjà ressembler beaucoup plus à du foin que, qui va être beaucoup moins décomposé, beaucoup moins liquide que vous auriez sur une bouse de vache. En plus de ça, souvent ce qui se passe quand on récupère les fumiers, c'est que vous allez avoir en plus également les pailles qui sont utilisées pour couvrir les élevages, hein. Et donc sur les chevaux, généralement, vous aurez beaucoup de paille par rapport à ce que vous aurez de crottin de cheval. Et donc vous allez obtenir vraiment un élément très carboné avec un C sur N élevé, et donc vous risquez d'avoir une fin d'azote importante. Donc si vous utilisez du fumier de cheval, prévoyez vraiment une bonne période pour que ça se décompose avant de pouvoir cultiver dedans. Parce qu'en plus de la problématique des pathogènes, vous aurez en plus la problématique de la fin d'azote. Donc il faut vraiment laisser le temps à tout ça de se décomposer. Et donc vous aurez un fumier qui sera en plus un peu moins riche en fertilité, parce qu'il y aura une proportion de paille beaucoup plus importante, et que la paille contient moins de fertilité que le crottin qui lui est de l'herbe. Alors que sur la bouse de vache, alors si vous récupérez des bousses de vache directement dans les champs, toutes belles, toutes fraîches, alors là pour le coup vous n'avez pas la problématique de la paille. Si vous récupérez du fumier de vache avec les pailles dedans, tout va dépendre de la proportion de paille. On dit qu'un fumier est plus ou moins pailleux. Plus il va être pailleux, plus vous aurez cette problématique de fin d'azote, et moins il sera riche en fertilité, puisque la paille contient assez peu de fertilité, contrairement aux déjections des animaux. La question qui va se poser également, c'est dans les excréments que vous récupérez des animaux, c'est est-ce que vous avez récupéré également l'urine? Est-ce que par exemple la paille a bu l'urine, a servi d'éponge pour récupérer l'urine? Et comme l'urine est très riche en azote, si vous avez récupéré en plus l'urine de l'animal, vous aurez un fumier qui sera encore plus riche en azote. Donc voilà, du coup on comprend mieux comment ça fonctionne quand on utilise des fumiers, si on réfléchit comme ça avec ces principes qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes. L'intérêt du fumier de cheval quand même, c'est que c'est gratuit, hein, notamment tous les centres équestres, hein, souvent ils le mettent à disposition, les gens peuvent se servir parce que ça les débarrasse, ils sont généralement assez encombrés par ça. Donc si vraiment vous êtes à court de matière organique et que vous avez une remorque, ou même vous pouvez utiliser des grosses poubelles que vous mettez dans votre voiture, vous pouvez aller récupérer du fumier de cheval dans les centres équestres. Généralement ils sont très contents, ça les débarrasse, et puis ça vous donne de la matière organique, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le meilleur des fumiers, le fumier de cheval, mais ça fait quand même du travail, hein, c'est quand même intéressant. Le mieux, je pense, ça reste le fumier de vache et le fumier de mouton. Alors il y a un dernier fumier aussi qu'on peut utiliser, ça va être le fumier de poule. Mais ça, c'est vraiment un fumier très particulier, parce que le fumier de poule, on peut presque considérer ça comme un engrais azoté, hein. Les fientes de poule sont réputées être un engrais azoté très très riche en azote, hein, puisque les oiseaux ont un seul orifice pour faire à la fois pipi et caca, un cloaque, je crois ça s'appelle, si je dis pas de bêtises. Et du coup, les déjections d'oiseaux contiennent également l'urine, et donc sont très très riches en azote, contrairement aux déjections des animaux, où le caca des animaux, lui, ne va pas contenir l'azote qui va partir dans l'urine, et donc va être moins riche en azote. Donc les fientes de poule, c'est vraiment un élément très très riche en azote à utiliser, attention, avec parcimonie, ça va être plus rangé du côté des engrais. Alors si par contre vous avez eu de la paille avec votre fumier de poule, du coup l'azote va parfaitement s'équilibrer avec le carbone de la paille, et ça va se décomposer et faire un joli humus. Mais là encore, il faut prévoir quelques mois d'hygiénisation du fumier et pas cultiver directement dedans.
il faut faire attention à pas trop utiliser ce genre d'éléments frais directement. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de la question des amendements au jardin, au potager. Moi, c'est vraiment la méthode que je préfère utiliser, même si j'utilise également un peu d'engrais, notamment sur les cultures que je vais faire sans paillage, sans rien, à même le sol, où je les semis, que je fais directement en pleine terre. Des fois, j'utilise un petit peu d'engrais. Mais pour l'essentiel, le potager est quand même tenu intégralement aux amendements. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut une bonne surface de collecte de matière organique. Globalement, il faut avoir 10 mètres carrés de jardin d'ornement pour arriver à collecter la matière organique nécessaire pour faire 1 mètre carré de potager. Donc moi, j'ai un grand jardin, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si vous n'avez pas la ressource nécessaire, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos voisins pour récupérer les éléments dont ils n'ont pas besoin. Typiquement, là, les feuilles de chêne là, que j'ai utilisées, c'est les feuilles du voisin qui m'avait déposé, qui me dépose en tas chaque année dans le jardin, puis qu'après je peux mettre au potager. Également, si vous êtes à la campagne et qu'il passe la faucheuse régulièrement au bord des routes, vous pouvez aller récupérer l'herbe dans les fossés, au bord des routes, pour pailler. Enfin voilà, essayez de récupérer ce que vous pouvez. Arrangez-vous avec vos voisins et vous avez toujours cette option des centres équestres pour récupérer du fumier de cheval. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce chapitre de la grande formation potager de Potager Coach et on se retrouve prochainement pour un nouveau chapitre. À bientôt.